Bonjour, bonsoir au peuple gabonais et aux amis du Gabon. Jusqu'au retour de M. Oligui Nguema Clotaire, jusqu'à son retour au Gabon, provenance du Vatican. On ne sait pas trop ce qu'il fait là-bas depuis quelques jours. J'interviendrai pour éclairer le peuple gabonais au sujet de l'affaire Mbagnié. Mes chers compatriotes, cette question est très importante. Elle va déterminer l'avenir de notre pays bien plus que vous ne le croyez. C'est Ben Moubamba qui vous parle, d'ici d'ailleurs et de quelque part. Nous sommes le 21 mai 2025 et je vous salue. Bonjour à vous, Elisabeth Ndomeyo. Bonjour à celles et ceux qui vont me faire l'honneur d'écouter cette intervention, laquelle j'espère ne sera pas aussi longue que celle du 20 mai, mais je vais aborder deux sujets importants. Premièrement, c'est la question de la Guinée équatoriale. Quelle est la signification d'un tel pays pour nous, notre voisin, notre pays voisin? D'où vient la Guinée équatoriale? Pourquoi le sort de ce pays est intrinsèquement lié à nous, de par son histoire récente, et singulièrement de par l'histoire du dictateur Mathias Nguema, qui a déclenché l'affaire Mbagnié en 1974, c'est-à-dire pratiquement 6 ans après l'indépendance de la Guinée équatoriale en octobre 1968. Il a fallu que le dictateur Mathias Nguema attende 6 ans pour commencer à réclamer l'île de Mbagnié. Et si la justice internationale était crédible, elle n'aurait jamais ouvert ce dossier qui n'a été entamé entre Mathias Nguema, le dictateur, et le président Albert Bongo, Omar Bongo, qu'à partir du milieu des années 70, autour de 1974. Pourquoi est-ce qu'il a fallu ouvrir ce dossier des années après l'indépendance du Gabon en 1960, le 17 août 1960, et l'indépendance de la Guinée équatoriale en octobre 1968, il est très important de se poser cette question pour comprendre qu'au début de cette affaire, il y a la folie et la dictature du premier président de la Guinée équatoriale, M. Francisco Mathias Nguema. Je vais vous en parler. Et ensuite, je vous parlerai de la militarisation actuelle de la Guinée équatoriale qui devrait inquiéter les uns et les autres au lieu de sombrer dans la peur et dans la lâcheté. Parce que si vous êtes chez vous et que quelqu'un vient vous attaquer, si vous avez laissé les portes ouvertes, si vous tremblez, si vous ne pouvez pas vous défendre, alors vous méritez d'être attaqué et d'être déchiré et d'être volé. Voilà l'enjeu actuel. Donc, avant d'aborder ces deux sujets, pour ne pas faire long, voici mon introduction. Mes chers compatriotes, chers amis du Gabon, dans la mythologie grecque ou gréco-romaine, qui a d'ailleurs été volée en Égypte, il existe une histoire qu'on appelle le mythe de Prométhée. Prométhée était dans l'assemblée des dieux, qu'on appelle l'Olympe, un des premiers dieux du monde. Et donc, ils avaient à un moment, dans l'assemblée des dieux de l'Olympe, décidé de créer des humains, mais les humains étaient bêtes. C'était comme des animaux, c'était comme des singes. Ils ne pensaient à rien, ils ne réfléchissaient à rien, ils se comportaient comme des vers de terre, comme des animaux.
Et c'est ainsi qu'un des dieux qui s'appelait Prométhée a décidé de voler le feu sacré des dieux pour aller le donner aux humains. Ce feu représente la connaissance. Selon qu'il est écrit même dans les évangiles, Jésus a dit « Je suis venu allumer un feu d'amour comme je voudrais qu'il soit déjà allumé ». Ce n'est pas le Jésus qu'on vous fait chanter dans les gospels, dans les bêtises, dans le dongoloïsme, les dogmes et tout. Ce n'est pas celui-là qui vous a sauvé. C'est le Dieu, c'est le Jésus qui a dit « Je suis venu allumer un feu d'amour, le feu de la connaissance, et quiconque accède à la vérité, il devient libre, il n'est plus un esclave à perpétuité, comme le sont les Gabonais, malgré les prières, les cris, et tout ce qu'on veut depuis des années dans les temples et dans les églises et dans les loges et dans un certain nombre de sectes. Prométhée a volé le feu divin à l'assemblée des dieux qu'on appelait l'Olympe. Il est venu, il a donné le feu sacré aux humains et c'est pour ça que dans les Mbanja, dans les temples Bwiti et tout autre temple gabonais, on ne vous le dira jamais, on sort la torche indigène et c'est pour ça qu'il y a la flamme olympique. Et c'est pour ça qu'en France, on allume la flamme du soldat inconnu. C'est en souvenir de cette divinité, cette entité qui a volé le feu aux dieux et qui est venu le partager avec les humains. Donc, quiconque décide dans sa vie d'éclairer sa population, comme j'essaye de le faire modestement, quiconque essaye de partager la connaissance avec une communauté, il s'inscrit dans le mythe de Prométhée. Et c'est ce que je fais, c'est pour ça que je vous parle, parce que Philippe Maury vous a dit que les tam-tams se sont tus, c'est-à-dire que toutes les énergies, toutes les fréquences vibratoires du Gabon se sont arrêtées. Bonjour à vous, Jean-Hilaire Kumba Binumba. Les tam-tams se sont tus au Gabon. Philippe Maury vous l'a dit par son cinéma. Vous vous êtes moqué de lui, vous ne l'avez pas écouté. En 2016, il s'est suicidé parce qu'il était découragé des Gabonais. Il ne croyait plus dans le Gabon. Il s'est battu comme cinéaste pour ouvrir, comme Prométhée, l'esprit des Gabonais. Mais les Gabonais ont préféré demeurer dans les ténèbres, ainsi qu'il est écrit dans le premier chapitre de l'évangile de Jean. Il est venu chez les siens, Prométhée, et les siens ne l'ont pas reconnu. Nombreux sont les grands esprits qui sont venus avec le feu de Prométhée et qui ont proposé de partager leur savoir avec le peuple qui marchait dans les ténèbres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont crucifié, ils l'ont laissé se faire tuer. Après, ils ont mis les mains sur la tête. Ils ont dit « Oh, Amo, Amo, Amo est mort. Oh, Mamoudou, Mamoudou, Mamoudou. » Parce qu'au Gabon, on n'aime que les gens morts. Mais lorsque les prophètes viennent annoncer la vérité, on se moque, on insulte, on critique, et puis on est toujours dans une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue parce qu'on ne comprend pas l'importance du feu sacré, le feu de la connaissance. Donc ces idiots comme Joseph Ngaré sont justement des gens qui viennent commenter sur ma page Facebook. « Tu es devenu fou », dit-il, comme si un fou pouvait avoir un doctorat en philosophie, chose qu'il n'aura jamais, ou un doctorat en sciences politiques dans les plus grandes écoles françaises, les plus grandes universités. Il n'y a qu'au Gabon que des cancres, des idiots utiles, des imbéciles heureux peuvent insulter des sages et des savants. C'est pour ça que le pays s'effondre. C'est pour ça que le pays s'effondre. Les idiots utiles insultent les sages et les savants. Donc, ils pensent décourager des hommes qui ont une forte fréquence vibratoire comme Imhotep Ben Moubamba, ils perdent leur temps. Depuis le temps qu'ils agissent et essayent d'abaisser la fréquence de Ben Moubamba, ils n'ont jamais réussi à faire taire le serpent de la connaissance que je suis, parce que, encore une fois, Prométhée, c'est comme le serpent de la connaissance qui a apporté la connaissance. On a voulu lui couper la tête pour l'accrocher sur un bois, pour avoir la guérison, comme le Christ. Je tenais à vous le dire parce que dans le dossier de Mbagné, je suis le seul homme politique ayant exercé des fonctions importantes qui parle. Vous ne les entendrez pas parler les autres. Pourquoi?
mais parce qu'ils sont tous des serviteurs du démon, du mal, et parce qu'ils sont contents de vous entretenir dans l'illusion. La plupart des Gabonais sont envoûtés dans l'illusion. Ils sont maintenus dans l'illusion, dans l'iboga, dans les hallucinogènes, les ibogas mystiques, les ibogas psychologiques. Vous êtes là, vous rêvez, vous délirez, vous parlez comme des femmes dans les bars, vous êtes contents. On vous attaque et vous dites « Boumamé, frappe-moi, tape-moi encore, je le mérite ». Et ce sont des gens qui n'ont ni culture, ni instruction, ni expérience, des gens qui n'ont jamais mis les pieds hors du Gabon, qui viennent parler et qui viennent insulter les sages et les savants de ce pays. Eh bien, qu'ils passent leur chemin, en effet, monsieur Jean-Hilaire Kumba Binouba, car leurs fréquences sont déjà nulles et de nul effet en tant qu'enfants de la malédiction qu'ils sont, en tant que fils et filles de la perdition. Donc, je rentre dans le vif de mon sujet, de la connaissance du jour, au sujet de l'île Mbagné. Mes chers compatriotes, je vais d'abord parler de Mathias Nguema pour que vous compreniez que Mathias Nguema, c'est celui qui a activé le dossier de Mbagné contre le Gabon, alors que Omar Bongo, Albert Bongo, était encore au pouvoir. On est dans les années 1970, à peu près 1974. Quand j'aurai parlé de Mathias Nguema, vous comprendrez que cet homme n'aurait jamais dû déclencher ce dossier et donc la haie n'aurait jamais dû juger cette affaire. Et le président actuel de la Guinée équatoriale devrait être le premier à le savoir puisqu'il était vice-ministre de la Défense de Mathias Nguema, puisqu'il était chef des armées de Mathias Nguema pendant la dictature horrible de Mathias Nguema, au cours de laquelle Mathias Nguema était devenu fou. Ah oui, là, totalement fou. Il tuait des centaines de gens, il massacrait des milliers de gens. Un quart de la population de la Guinée équatoriale était en exil, un quart de la population était morte, un quart de la population était dans d'autres situations, ainsi de suite, ainsi de suite. Le pays était à terre. Mathias Nguema, c'est lui qui a ouvert le dossier Mbagné. Ça montre déjà que ce dossier n'est pas crédible. Et je vais vous parler de lui, pour que vous compreniez la nécessité pour les Gabonaises et les Gabonais de s'instruire, de ne pas parler comme des primates à peine évolués, des indigènes qui ne comprennent rien à rien, qui vont boire dans les bars, ils parlent comme des femmes, ils parlent comme des envoûtés, et ils pensent qu'ils disent quelque chose. Ils ne connaissent même pas leur histoire, même pas l'histoire récente, même pas l'histoire immédiate. Et là, nous tombons dans le piège des gens qui sont contrôlés. Des opposants contrôlés, des religieux contrôlés, une population contrôlée, une jeunesse contrôlée, la société civile contrôlée, des activistes contrôlés. Tout le monde est contrôlé. Et donc, nous agissons sous un programme de contrôle mental qui nous empêche d'être libres dans nos têtes et nous pensons être intelligents. Et quand un Prométhée bantou comme moi vient pour essayer de vous ouvrir l'esprit, les gens disent « il est fou ». Mais c'est ridicule parce que c'est un fou, un vrai fou président de la Guinée équatoriale qui a ouvert le dossier Mbagné en 1974, c'est-à-dire 6 ans après l'indépendance de la Guinée équatoriale. Donc ce dossier est nul et de nul effet. Et le président Teodoro Obiang le sait, il était vice-ministre de la Défense de Mathias Nguema, il était le chef des armées à ce moment-là. Maintenant, avant d'aller vers... parce qu'il y a 2 points dans mon intervention aujourd'hui, il y a Mathias Nguema et la Guinée équatoriale, on en parle, et puis il y a le programme militaire russe qui est déployé en Guinée équatoriale, on ne sait pas pourquoi, et je vais vous en parler. Dans le but de quoi? Mais dans le but d'éclairer, en effet, Tiburce Kassadou, dans le but d'éclairer un peuple qui est dans l'obscurité, qui marche dans l'ignorance et les ténèbres. L'école est par terre, les gens ne sortent pas, ils n'ont même jamais, il y a des gens qui sont nés à Libreville, ils ne sont même jamais arrivés à Lambaréné. Ils n'ont même jamais visité un seul pays étranger.
On les maintient comme ça dans les ténèbres, l'obscurantisme, et ils chantent comme des coqs qui ont les pattes dans la merde à Mativichos. C'est enfin notre trésor verra Philippe. Mais moi, je veux que ça s'arrête. Parce que je suis un Prométhée, un porteur du feu sacré de la connaissance. Il est de mon devoir d'arrêter la prédiction de Philippe Maury, le grand cinéaste gabonais, qui a dû se suicider en 2016 parce qu'il était découragé des Gabonais. Il a fait des films incroyables que les enfants n'apprennent même pas à l'école. Les deux plus grands films sont par exemple La Cage, qui montre comment les Gabonais sont enfermés dans une cage, dans un cube magique. Leurs esprits sont enfermés par les entités qui ne connaissent même pas et ils se croient libres. Ils y croient être libres parce qu'ils habitent une ville qui s'appelle Libreville, une ville des esclaves libérés, mais en réalité une ville des esclaves entubés. La Cage. Et l'un des plus grands films de Philippe Maury, c'est Les Tam-Tams se sont tus, où il montre comment les Gabonais, petit à petit, vont mourir. Donc, je viens vous éclairer aujourd'hui sur ces deux points, la Guinée équatoriale et Mathias Nguema, et ensuite les liens entre la Russie, actuellement, les liens militaires entre la Russie et la Guinée équatoriale qui vont nous emmener vers une catastrophe si les grands esprits de ce pays ne se réveillent pas. Donc, l'histoire de la Guinée équatoriale, bien sûr, comme pour le Gabon, elle a commencé bien avant l'arrivée des puissances coloniales. Vous savez donc que c'est au XVe siècle, au début du réveil de l'Occident en tant que puissance dominatrice du monde entier, puissance coloniale, civilisation colonisatrice, c'est donc le pape Nicolas V au Vatican, qu'Oligui Nguema adore. Nicolas V, le 8 janvier 1454, il signe un décret religieux. Et il dit, vous devez réduire les Noirs à l'esclavage à perpétuité. Et il confie cette mission à deux pays, le Portugal et l'Espagne. On est le 8 janvier 1454. 8 janvier. Et là, l'Église catholique invente l'esclavage des Noirs. Ce n'est pas parce que j'ai été catholique ou que je suis chrétien que je dois ignorer l'histoire. Quand je vois tous ces gens avec chanter Jésus, se dire chrétien, moi je suis chrétien, mais pas ma boule, pas idiot utile. Donc, ça commence, les malheurs de la Guinée équatoriale comme du Gabon commencent par la signature du décret religieux Romanus Pontifex, le souverain pontife romain, le 8 janvier 1454. Le décret existe toujours au Portugal, je l'ai vu dans un musée. On déclare donc que les Noirs sont réduits à l'esclavage à perpétuité. On peut en faire des esclaves. On confie ça au Portugal, on confie ça à l'Espagne. Donc, les Portugais vont mettre des décennies pour construire des bateaux. Ils vont couper leurs forêts, ils vont construire des bateaux pour accomplir la parole du pape. Et ce n'est pas le pape Léon XIV, là. On est encore dans des papes qui ont des états pontificaux, qui sont en même temps des chefs spirituels et des chefs politiques. Ils sont la survivance de l'Empire romain. Ils se voient comme des nouveaux Césars de l'Empire romain, qui est maintenant devenu l'Empire européen et occidental. Donc, mes chers compatriotes, comment la Guinée équatoriale et le Gabon vont surgir de rien? Eh bien, vous le savez, les Portugais arrivent au Gabon en 1472. Ils vont baptiser donc le territoire qui deviendra le Gabon, qui avant s'appelait le Kama, et avant le Pongo, comme Pongouin, le pays du vent, le pays du souffle de Dieu. Il va donc s'appeler maintenant le pays du manteau. Le manteau, le Mutuki, la friperie. Ce sont les Portugais qui vont nous donner le nom de Gabaron. Et donc, pour la Guinée équatoriale, les Portugais vont arriver aussi à la fin du XVe siècle dans un territoire qui est historiquement le Haut-Congo, mais dans cette partie-là, les Portugais vont trouver une île qu'on appelle Bioko aujourd'hui, et qui est
habité par des populations qu'on appelle les Boubis, pas les Fans. Et c'est là qu'il y a Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Ensuite, les Portugais vont trouver dans ce territoire-là une partie continentale qui est essentiellement habitée par des Fans et dont le clan dominant est le clan des Essangui, comme Marcona Essangui. Donc, vers le XVIIe et le XVIIIe siècle, on est là, 15e siècle, 16e siècle, vers le XVIIe et le XVIIIe siècle, les Portugais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner ce qui deviendra plus tard la Guinée équatoriale à l'Espagne. Les autres conquistadors à qui le pape a demandé de réduire les Noirs à l'esclavage à perpétuité, ils vont donner, vers le XVIIe et le XVIIIe siècle, ils vont donner ce qui est la Guinée équatoriale actuelle, ils vont donner ça, les Portugais vont le donner à l'Espagne, en échange d'un territoire brésilien qu'on appelle Sacramento en Amérique du Sud. Les Espagnols, comme ils sont plus paresseux à l'époque que les Portugais, ils ne vont pas s'occuper de l'actuelle Guinée équatoriale, ils vont négliger ça. Et donc, c'est au 19e siècle que les Britanniques, les Anglais vont arriver à Bioko, sur l'île où il y a Malabo. Eux, ils ne vont rien faire. Ils vont surtout faire des missions chrétiennes. Et puis, la Guinée équatoriale, l'île plus la partie continentale, vont revenir à l'Espagne à la fin du 19e siècle, à la fin des années 1800. Et c'est pour ça que quand vous écoutez les juges de La Haye invoquer des papiers datant de 1800 et quelque chose, ce n'est pas possible. C'est parce que le professeur Chivunda a été tué qu'on a pris les documents et que Marie-Madeleine Boranto et les Rosatanga sont des incompétents du point de vue historique, parce que s'ils maîtrisaient l'histoire de la Guinée équatoriale et du Gabon, ils auraient su que au 19e siècle, c'était les Britanniques qui étaient en Guinée équatoriale et singulièrement à Bioko, sur l'île. Donc c'était impossible que l'Espagne soit là et invoquer des documents de 1800 et quelques. Ce n'est pas du tout vrai. Mais comme au Gabon, on insulte les intelligents, on tue les savants et on envoie nous défendre des idiots utiles, des incompétents qui ne pensent qu'à leurs intérêts, personne n'a soulevé ce point devant le tribunal de La Haye, qui n'avait même pas à juger de l'histoire de l'île. Hein. Donc, je vous l'ai dit, les Portugais sont arrivés, ils ont échangé l'île contre l'Espagne. L'Espagne n'a rien foutu. Ils ont donné la Guinée équatoriale aux Britanniques au 19e siècle. Les Britanniques ont surtout fait de l'évangélisation. Ils n'ont rien fait. Donc, les Espagnols sont revenus à la fin du 19e siècle, donc, à cette affaire qu'on appelle 1900, que La Haye a invoquée en disant, en vertu d'un accord entre la France et l'Espagne, on dit que l'île de Corisco étant espagnole, donc les autres îles françaises sont à l'Espagne. Ce qui ne... Oui, vous avez raison, Kossi Constant Inyangaore, Marie-Madeleine Boranto ne vaut rien. Comment pouvait-elle ignorer à l'époque que l'île de Bioko ne pouvait pas, ou la Guinée équatoriale était sous domination des Britanniques et non des Espagnols. On vient nous sortir des choses de l'Espagne et on nous sort une convention de 1900. Oui, l'Espagne n'est revenue qu'à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Et donc là, ils ont commencé à faire de l'exploitation du cacao, du café, et ils ont commencé à martyriser les populations Fan du continent et les populations Bubi et les Ewondais aussi, qui sont ceux qui sont sur la côte de la Guinée équatoriale. Ils ont commencé à les forcer au travail, à les tuer, à les bastonner. Donc, ils ont commencé à massacrer la population. C'est ainsi que les Fan, les Bubi, les Ewondais ont commencé à non seulement à se révolter, mais à se diviser entre eux en Guinée équatoriale.
Les Fans étaient désormais contre les Boubis. Les Boubis étaient sur l'île de Bioko ou Yamalabo. Les Fans étaient surtout sur le continent. Ça commençait à faire des disputes entre les populations de Guinée équatoriale, mais les Fans étant plus nombreux, on arrive donc entre 1950 et 1960. À partir de là, les Boubis de Malabo, de Bioko, veulent une autonomie, indépendamment des Fans du continent, et les Fans, eux, qui sont majoritaires en Guinée équatoriale, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent tout simplement l'unité nationale, ils ne veulent pas de l'autonomie de l'île de Bioko, avec les Boubis qui ne veulent pas être avec les Fans. Donc, à ce moment-là, mes chers compatriotes, Mathias Nguema, un Fan, va commencer à gagner du terrain en politique. En Guinée équatoriale, il va commencer petit à petit à se faire connaître, mais il n'est pas indépendantiste. Il n'est pas contre l'Espagne qui occupe le Gabon, qui occupe, pardonnez-moi, la Guinée équatoriale. Mais sachez que l'homme le plus célèbre de la Guinée équatoriale, notamment entre 1964 et 1968, en Guinée équatoriale, n'est pas Mathias Nguema. Mathias Nguema n'est même pas pour l'indépendance, il est même très proche des milieux de l'extrême droite d'Espagne, à savoir le général Franco, qui a massacré les républicains et qui a vraiment tué beaucoup de monde en Espagne. Et lui, il va même se déplacer, Mathias Nguema, en 1961 pour aller assister à une réunion autour du général Franco, le grand despote espagnol de l'époque, soutenu par les Américains, mais un grand dictateur. Il est très lié en tant que fonctionnaire traducteur, il est lié au milieu franquiste, au milieu espagnol de l'extrême droite. Celui qui a la côte en Guinée équatoriale en ce moment, c'est un type très bien qui s'appelle Edmundo Bonifacio Ondoedu. Non, il s'appelle, pardon, Bonifacio Ondoedu. Bonifacio Ondoedu. Il s'appelle Bonifacio Ondoedu. C'est lui qui est le président du gouvernement autonome de la Guinée équatoriale et qui est un homme très très intelligent, et c'est quelqu'un qui va accompagner la Guinée équatoriale jusqu'à l'indépendance, que l'indépendance aura lieu en 1968, suivi d'élections tendues, mais bizarrement, Mathias Nguema, le dictateur fou sanguinaire, qui n'était pas indépendantiste, il devient indépendantiste, soudain, à la veille de l'indépendance, et on a donc 4 candidats en octobre 1968 en Guinée équatoriale. On a Mathias Nguema, qui se dit nationaliste, Fan. On a Bonifacio Ondoedu, qui est Fan, qui est le président du gouvernement autonome. On a Atanasio Ndong Meyon, qui est un Fan, qui dirige un parti qu'on appelle le Mona Ligé, ou moi j'ai dit Mona Lisa. Et puis on a quelqu'un, le quatrième, il n'est pas Fan, il est Edmundo Dioko, il est un Boubi de Malabo, de Bioko, et Mathias Nguema va réussir à s'imposer comment? Mais il va tout simplement faire le tribalisme, jouer sur la majorité Fan, comme Oligui Nguema a fait au Gabon. Oligui Nguema a fait quelque chose au Gabon qui ressemble à la stratégie de Mathias Nguema. Il a radicalisé les Fans, et c'est comme ça que Bonifacio Ondoedu, qui était vraiment l'étoile brillante de la Guinée équatoriale, a perdu les élections, et que les deux autres candidats ont perdu les élections. Donc, Ondoedu, Bonifacio, est obligé de fuir au Gabon et d'aller se réfugier au Gabon. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec notre ami Mathias Nguema? Il prend le pouvoir en 1968 et il commence, d'abord bien, il commence à faire l'union nationale avec les autres opposants. Il nomme un de ses opposants vice-président, et puis il prend le gars de Bioko. Il est plutôt accessible, il est gentil, et puis
l'Espagne va se mêler du dossier de la Guinée équatoriale, en ce sens qu'ils vont vers 1969, l'Espagne va organiser un coup d'État en Guinée équatoriale qui va échouer en instrumentalisant un des opposants de Macias Nguema. Macias Nguema se devient fou à cette période. Il commence finalement en 1969 à tuer tout le monde, à arrêter tout le monde, à torturer les gens, à les massacrer. Et il faut savoir qu'il était né en 1924. Vous savez où il est né, le fameux Macias Nguema? Il est né dans le Wellington. Macias Nguema, c'est un Gabonais. Il est né dans le Wellington. Le parent du Wellington. Ils vont se déplacer parce qu'ils font partie du clan des Essangui, qui est un des clans les plus importants de la Guinée équatoriale. Ils vont se déplacer à Mongomo, la ville de Teodoro Obiang Mbanzogo. C'est là que Macias Nguema va grandir. Macias Nguema va grandir à Mongomo et il va devenir le personnage que vous connaissez, un fonctionnaire, un traducteur, et puis il arrive à la présidence de la Guinée équatoriale, et à partir de ce pouvoir, il a des opposants qu'il arrive à doubler, mais comme l'Espagne n'est pas contente de son management, parce qu'il se présente comme un nationaliste, il chasse les Espagnols, il chasse tout le monde, il ferme l'ambassade d'Espagne, il commence à délirer, il commence à attraper les gens, à les tuer, à les égorger, à manger la chair humaine, à boire du sang humain, à terroriser tout le monde. Eh bien, il y a un coup d'État qui est fait contre lui, et le coup d'État rate, et il tue tout le monde. Il tue tout le monde. Il n'y a qu'un opposant qui échappe à ça, c'est Bonifacio Ondoedu, qui lui est réfugié au Gabon. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les années 70? Macias Nguema appelle Omar Bongo et lui dit: il faut que tu me livres Bonifacio Ondoedu, réfugié chez toi au Gabon. Omar Bongo refuse de livrer Bonifacio Ondoedu, l'esprit le plus brillant de l'époque. Donc, malgré cela, on ne sait pas comment, ils vont avoir un accord secret entre Macias Nguema et Albert Bongo. Bonifacio Ondoedu sera envoyé en prison en Guinée équatoriale, et contrairement aux engagements que Macias Nguema a pris devant Albert Bongo, il va prendre Bonifacio Ondoedu dans la prison, il va le tuer de ses mains, il va l'étrangler, le dépecer. Après, ils vont dire que Bonifacio Ondoedu s'est suicidé. Voilà le régime, le genre de régime qui a déclenché le dossier Mbagnié contre le Gabon. Et pire, à un moment, l'ambassadeur du Gabon va protester contre la politique de la Guinée équatoriale. Un certain Mimi quelque chose, j'ai oublié son prénom. Macias Nguema fera arrêter l'ambassadeur du Gabon en Guinée équatoriale pour le mettre en prison. Mais à l'époque, on a encore des présidents qui ont des couilles au Gabon, même si c'est des despotes. Omar Bongo va faire appel aux Marocains. Et ils vont aller libérer de force l'ambassadeur du Gabon en Guinée équatoriale. Que va faire dans ce cas Macias Nguema? Il va déclencher le dossier Mbagnié en disant: Mbagnié est à nous, vous devez nous rendre l'île de Mbagnié. Lui qui a toujours été contre les Espagnols, qui n'a jamais reconnu l'Espagne et qui a chassé les Espagnols, il va quand même dire: parce que Corisco était espagnol, les îles Konga, Cocotier, Mbagnié, même si Cocotier c'est français, Mbagnié c'est un nom pongouais, Konga c'est un nom pongouais, il va revendiquer ça alors que c'est un dictateur banni par l'organisation de l'Union africaine.
c'est quelqu'un qui était capable en 1974, mes chers compatriotes, il va à Yaoundé à une réunion de l'Union africaine, de l'organisation de l'Union africaine, il apprend que chez lui à Malabo, il y a eu des gens qui ont manifesté. Il revient à Malabo, il fait arrêter tous les manifestants. Il en tue quelques-uns, il en torture d'autres. Voilà le genre de président qui va revendiquer les îles gabonaises dans les années 70, au milieu des années 70, à partir de 1974, pratiquement 6 ans après l'indépendance de la Guinée équatoriale. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y ait eu des autorités gabonaises pour prendre les revendications de la Guinée équatoriale au sérieux. Corisco, c'est un nom espagnol, donc c'est à la Guinée équatoriale. Cocotier, c'est un nom français. Conga, c'est un nom mpongwe, une tribu gabonaise. Mbagné, c'est un nom mpongwe, ou Benga, quelque chose comme ça. Une tribu gabonaise. Comment se fait-il que des îles qui n'ont aucun nom, ni portugais, ni espagnol, se retrouvent maintenant pour le dictateur Macias Nguema dans l'escarcelle. L'escarcelle de la Guinée équatoriale. C'est un dictateur sanguinaire, un des hommes les plus sanguinaires de l'Afrique. Fou, paranoïaque, dangereux, sanguinaire. C'est lui qui a ouvert le dossier Mbagné face à Albert Dena Bongo, devenu après Omar Bongo. C'était un homme tellement fou qu'il a interdit le port de lunettes. Il devait être le seul à porter des lunettes en Guinée équatoriale. C'est un homme tellement paranoïaque qu'il était interdit de prononcer le mot intellectuel. Je vous l'ai dit, un quart de la population était en exil, un quart de la population en prison, un quart de la population de gens morts et tués, et un quart de la population qui vivait sous la surveillance de la police secrète, qui passait son temps à espionner. Voilà le président qui a revendiqué l'île de Mbagné. Ce qui est vraiment curieux, c'est que il y a eu des autorités gabonaises pour prendre cette revendication au sérieux. Maintenant, sur la Guinée équatoriale, pour finir, parce que je ne veux pas être très long aujourd'hui, il faut retenir que Macias Nguema est donc du clan des Essangui, qui est un clan fan. C'est pour ça, quand vous entendez Marcona Essangui, c'est de ça dont il s'agit. Ses parents sont du Wellington, il grandit à Mongomo, il devient le président, et après, il devient un dictateur sanglant, un fou, qui revendique des territoires gabonais. Et à ce moment-là, il va y avoir l'accord de Bata entre Albert Bongo et Macias Nguema pour dire non, finalement, ces îles-là sont au Gabon, et on n'a sorti qu'une photocopie, et on n'a pas retrouvé l'original. C'est normal, l'original a été volé chez le professeur Chivunda, qui a été assassiné entre le 5 et le 6 janvier 2023 chez lui, à la demande de la Guinée équatoriale, par des gens que Oligui Nguema connaît très bien, puisque ce sont des Gabonais qui ont tué Chivunda sur ordre de la Guinée équatoriale. Tous les initiés, tous les gens informés de ce pays le savent très bien. Pourquoi les Maganga Moussavou, les Nzouba, les Ping et tous ces gens qui se prennent pour des grands politiciens au Gabon, les Missambo et tout ça, les grands députés, Fumboula et tous les autres que je ne veux pas citer ici, les grands sénateurs, Ona Essangui, et puis les grands activistes, pourquoi tout le monde ferme sa bouche? Pourquoi les évêques ne parlent pas? Les fameux pasteurs oliguistes, Oligui Mouton, pourquoi se taisent-ils? Pourquoi ont-ils peur d'un pays où un directeur de la statistique a révélé, je ne me souviens plus de son nom, mais il y a un directeur de la statistique en Guinée équatoriale dans les années 70 qui a révélé que en Guinée équatoriale, il n'y avait que 225 000 habitants. Là où Macias Nguema disait qu'ils étaient 1 million d'habitants. Pour le punir, ce directeur de la statistique, Macias Nguema a attrapé le directeur de la statistique, il lui a coupé les mains, il lui a coupé les pieds
pour lui apprendre, selon ses dires, à bien compter. Je répète, Mathias Nguema a fait couper les mains, a fait couper les pieds au directeur de la statistique de la Guinée équatoriale parce que le directeur de la statistique avait dit qu'en Guinée, il n'y avait pas 1 million d'habitants, mais 225 000 habitants dans les années 69, 70 et quelques. Voilà l'homme qui a déclenché le dossier Mbagnier. Mais comment peut-on prendre au sérieux un homme de ce genre qui pourtant après a signé la convention de Bata que la Haye a refusée. Donc nous sommes victimes d'un complot et je vais vous dire pourquoi nous sommes victimes de ce complot. Deux choses avant de finir sur Mathias Nguema et la Guinée équatoriale. Sachez que après avoir rompu avec l'Espagne, Mathias Nguema s'est tourné vers l'Union soviétique. Il a fait installer une base soviétique, c'est-à-dire russe, sur l'île de Bioko pour le protéger. Ensuite, il a fait venir des gens de la Corée du Nord. Il a signé des pactes avec Cuba. Donc, il a fait une orientation géopolitique tournée vers les puissances de l'Est. Donc, à partir du moment où Mathias Nguema a tourné le dos à l'Occident, à l'Espagne et au monde dit libre, son option d'aller vers l'Union soviétique, vers Cuba, vers la Corée du Nord, lui a donné quelques avantages au niveau des ressources, au niveau de l'argent, puisqu'il en manquait énormément, mais ça l'a enfermé dans une zone tournée vers l'Ouest, lui prenant le parti de l'Est, les puissances de l'Est. Ça a totalement appauvri le pays, totalement verrouillé le pays, et ça l'a renforcé dans la dictature et la méchanceté, la folie, la paranoïa. Il mangeait la chair humaine, il buvait le sang humain, il pratiquait des cultes mystiques bizarres, il n'écoutait que les marabouts, il tuait. C'est ce qui fait que les Équato-Guinéens ont été obligés de se réfugier en masse au Gabon et au Cameroun. Mes chers compatriotes, vous ne pouvez pas aborder la question de Mbagnier sans connaître l'histoire récente de la Guinée équatoriale, qui veut que c'est en 1979, alors que Mathias Nguema avait pour vice-ministre de la Défense l'actuel président Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo, qui était aussi le chef des armées au nom du village, de la famille de Mongomo. Comme les Gabonais pensent qu'ils peuvent prendre le village de Mongomo dans leur rêve, ils n'ont qu'à continuer parce que c'est là que tout s'est construit autour de la famille Obiang-Nguema Mbazogo, qui était donc là. Il assistait aux tortures, aux tueries de son cousin ou parrain, en tout cas parent, Mathias Nguema. Il était là, il assistait à tout. Qu'est-ce qui a changé pour Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo? Je sais qu'en Guinée équatoriale, on me suit en ce moment, on aimerait même me mettre une balle dans la tête parce que je parle. Mais moi, je continuerai de parler comme Prométhée. Je continuerai de témoigner parce que les tam-tams se sont tués au Gabon. Moi, je reste un petit tam-tam et je ne vais pas me priver de faire vibrer la connaissance. Maintenant, ceux qui veulent m'écouter, ils m'écoutent. Ceux qui ne veulent pas m'écouter, ils ne m'écoutent pas. Mais au moins, j'aurai témoigné. Quel que soit le temps que durera ma petite vie, au moins, j'aurai tenté de rendre témoignage à la vérité dans mon pays. Personne ne sait comment ce combat se terminera. Mais ce qui est certain, c'est que pour ma part, je ferai ce qu'il faut, premièrement pour ne pas me faire tuer comme Mambundu, Mbaobam, Lukakas, Diengi et tous les autres, bien que ce soit le rêve d'Oligui Nguema et de ses amis, et le rêve de la famille Obiang-Nguema au Cameroun, en Guinée équatoriale, je n'ai pas peur d'eux, tout le monde va mourir un jour. Teodoro Obiang-Nguema, il a déjà un pied dans la tombe, il a son fils que je n'aime pas, le vice-président, qui est encore plus dangereux que lui, parce que Obiang-Nguema, le père, est au moins sage, mais le fils, on sait qu'il est. Lui, c'est un fou que vous verrez. Vous ne verrez aucun peureux, aucun lâche dire que cet homme-là, qui marche à la cocaïne, il est fou. Et il va diriger le pays.
Moi, Moubamba, je suis un des hommes les plus lucides d'Afrique, un des hommes les plus intelligents, je le dis avec beaucoup de modestie. Et j'ai le devoir de partager un peu de mon intelligence, même si ça agace les gens. Qu'est-ce qui va changer avec Teodoro Obiang-Nguema lorsqu'il est le chef des armées de Mathias Nguema, lorsque lui-même il participe aux tortures et aux tueries, lorsqu'il est vice-ministre de la Défense? C'est que Mathias Nguema se méfie de sa famille maintenant, il se méfie des Essangui. Dès que vous parlez, il vous arrête, il vous tue, il vous torture, il vous découpe en morceaux, il vous fait disparaître. Et le tour était venu maintenant pour Mathias Nguema de se débarrasser de son cousin, de son parent, de son filleul, Teodoro Obiang-Nguema Mbanzogo, un militaire de carrière, un membre de sa famille, de Mongomo, et Sangui probablement. Mais à partir de là, Mathias Nguema, ayant appris que il y a des gens dans sa famille, dans son village, dans son propre clan qui préparent un coup d'État contre lui, il va arrêter des centaines de gens, il va tous les faire tuer. Entre 300, 400 et 500 morts. Teodoro Obiang-Nguema se dit, mais la prochaine fois c'est mon tour. Donc il va réussir à rallier les officiers équato-guinéens qui se sentent menacés. Et c'est en 1979, avec le soutien du Gabon, d'Omar Bongo Ondimba, Albert Bernard Bongo, que Mathias Nguema sera poursuivi par Teodoro Obiang-Nguema avec des officiers de la Guinée équatoriale, assistés par le Gabon et beaucoup plus loin par le Maroc. Mathias Nguema sera capturé dans une forêt à la frontière gabonaise. Il sera emprisonné, il va continuer à délirer, à être fou, à exiger ses droits, mais c'est trop tard pour lui. Il sera fusillé, exécuté, non pas par les Équato-Guinéens, tellement il dégageait un occultisme et une force mystique tellement terrible qui faisait peur aux Équato-Guinéens et même aux Gabonais, que c'est un peloton militaire marocain chargé notamment de défendre le président gabonais qui viendra fusiller Mathias Nguema en 1979. Et c'est ainsi que prendra fin le pouvoir du dictateur sanguinaire Mathias Nguema qui a déclenché l'affaire Mbagné alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Et les arguments de la haie visant à dire que l'île de Corisco était espagnole et que les Français n'ont pas nié que les 3 îles gabonaises étaient liées à l'île espagnole, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, au 19e siècle, et c'est prouvé, sauf qu'on a été défendu par des traîtres, et c'est prouvé, l'Espagne n'était pas en Guinée équatoriale au 19e siècle, c'était les Anglais qui ne faisaient rien là-bas. Les Espagnols ne vont revenir qu'à la fin du 19e siècle, vers 1900, en effet, au début du 20e siècle, et c'est là qu'ils vont faire de l'exploitation du cacao, du café, ils vont faire de l'esclavage à perpétuité, les travaux forcés, ça va créer des problèmes énormes entre les Boubis, les Ewondais, les ethnies de la côte et les femmes majoritaires et majoritairement Essangui. Voilà comment ça s'est passé. Mathias Nguema est un malade mental, un fou, un tueur, un paranoïaque qui va profiter de l'indépendance en 1968 pour doubler, pour contourner un homme politique extraordinaire équato-guinéen. J'ai cité Bonifacio Ondo Edou, c'est lui qui était président du gouvernement autonome avant l'indépendance. On va l'écarter. Mathias Nguema va jouer sur le tribalisme fan, il va manipuler les gens.
le nationalisme mal placé, il va faire comme Oligui Nguema, qui a manipulé les femmes pendant sa transition. Et Mathias Nguema va se retrouver président, alors qu'il n'en a pas les capacités, alors qu'il est fou. En 1969, il va échapper à un coup d'État, ce qui va faire de lui un type pire qu'Idi Amin Dada. Un quart de la population en exil, un quart de la population morte, un quart de la population en prison et un quart de la population sous surveillance. Mes chers compatriotes, les Équato-Guinéens ne sont pas nos ennemis. Ce ne sont pas eux qui ont déclenché cette affaire de Mbagnié. C'est un dictateur malade, mental, sanguinaire, cannibale, magicien, occultiste, bouffeur de chair humaine, buveur de sang humain, qui a fait arrêter l'ambassadeur du Gabon en Guinée équatoriale, libéré par la garde royale marocaine à la demande d'Omar Bongo, ou Albert Bongo, je ne sais pas quel nom il avait encore à l'époque. Un tel homme qui a enclenché le dossier Mbagnié et qui a signé un accord à Bata ne peut pas être pris au sérieux pour valider ce que les juges corrompus de la haie ont fait en arguant d'une Espagne qui n'était même pas présente en Guinée équatoriale à l'époque, dont ils disent ou qui était en train de revenir. Parce que je vous le répète, ce sont les Portugais qui ont découvert la Guinée équatoriale. Ils ont cédé au XVIIe, XVIIIe siècle la Guinée équatoriale à l'Espagne contre un territoire au Brésil qui s'appelle Sacramento. Les Espagnols, ne foutant rien dans cette île de Bioko et dans toute la Guinée équatoriale, laissent la Guinée équatoriale aux Anglais au XIXe siècle. Et donc, les Anglais en Guinée équatoriale au XIXe siècle ne trouvent pas d'intérêt à cet endroit peu peuplé. Il n'y a pas beaucoup d'habitants, il n'y a rien. C'est joli, mais il n'y a rien. Ils font des missions chrétiennes. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont partir aussi, les Anglais, à la fin du XIXe siècle. Et c'est là que les Espagnols reviennent. Ils reviennent, en effet, fin du XIXe siècle, début XXe. Donc, ce retour ne justifie donc pas la décision de la haie. Mais comme nous avons été défendus dans le cadre d'un complot contre le Gabon, ces vérités ne sont pas sorties parce que ces juges ont émis une décision qui est nulle et de nul effet, même du point de vue historique. Je ne parle même pas du droit, mais comme Marie-Madeleine Bourantou et tous ces Gabonais qui sont allés là, non. Ce sont des gens qui ne travaillent pas, qui ne lisent pas, qui ne s'intéressent à rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et les Gabonais, là, sont comme des peureux et des lâches qui disent « Ah bah oui, c'est vrai, les Blancs ont parlé, le tribunal... » Mais c'est faux ce qui a été fait à la haie. L'Espagne n'était pas en Guinée équatoriale au 19e siècle. Il n'y était pas. Vous pouvez vérifier. L'Espagne ne revient en Guinée équatoriale qu'à la fin du 19e siècle, début 20e. Et donc, on ne peut pas arguer de leur présence en Guinée équatoriale pour dire que leurs choix et leurs décisions sont opposables à l'intangibilité des frontières décidées par l'Organisation de l'Union africaine. Nous sommes là dans un grand mensonge géopolitique et c'est ici maintenant que je vais aborder la dernière partie, la deuxième partie de mon intervention, c'est-à-dire la militarisation de la Guinée équatoriale sur fond d'accords militaires avec la Fédération de Russie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, comme le dictateur Mathias Nguema a coupé les relations diplomatiques avec l'Espagne, donc avec l'Occident, il s'est tourné vers l'Union soviétique en pleine guerre froide, dans un territoire où il n'y avait pas d'influence soviétique. Il est devenu la base arrière de la fourniture des armes aux indépendantistes
angolais, Agostino Neto et toutes ces choses en Angola, la lutte, les Savimbi, les Dos Santos et tout ça, leurs armes étaient fournies par l'Union soviétique via la Guinée équatoriale de Mathias Nguema. L'actuel président, Teodoro Obiang Mbazogo, étant le vice-ministre de la Défense et le chef des armées. Son parent, son filleul ou son oncle, en tout cas, ils sont de la même famille. Donc, c'est ainsi que, en vous rappelant cet événement, je veux vous faire remarquer ceci. Avez-vous bien remarqué que lors du défilé de la victoire des soviétiques sur les nazis, pour le 80e anniversaire, il y avait donc plusieurs chefs d'État africains invités à Moscou, le 9 mai 2025. Il y avait 24 ou 27 chefs d'État, il y avait pas mal d'Africains. Tout le monde a remarqué la présence du président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, mais il y avait là, pas seulement Denis Sassou Nguesso du Congo, mais il y avait là l'ancien vice-ministre de la Défense de Mathias Nguema, qui a fait les accords avec l'Union soviétique. Il y avait là Teodoro Obiang Nguema, qui était le chef des armées de Mathias Nguema. Mathias Nguema qui, après s'être détourné de l'Occident, s'est tourné vers la Corée du Nord, l'Union soviétique, on les retrouve en Ukraine, et qui a fait des accords avec Cuba. Vous comprenez aujourd'hui que si l'Union soviétique a eu une base militaire sur l'île de Bioko, oui à Malabo, c'est qu'il y a d'anciennes alliances qui sont en train d'être réactivées en ce moment. Réactivées, pourquoi faire? Officiellement, pour former l'armée de la Guinée équatoriale et pour protéger non seulement le président, le vice-président qui est son fils et leur famille. C'est écrit, c'est officiel. Donc, mes chers compatriotes, ne négligez pas ce que je vous dis quand je vous dis que la Guinée équatoriale, sur la base d'une relation historique avec le dictateur Mathias Nguema, la Guinée équatoriale et la Russie ont réactivé, ont signé des accords militaires récemment par la main d'un vice-ministre de la Défense russe. Ils ont signé en 2024 des accords militaires. Au moment où je vous parle, l'ancienne milice Wagner russe, qui a maintenant le nouveau nom de Afrika Korps, ils sont présents en Guinée équatoriale en ce moment par centaines. Je répète, l'ancienne milice russe Wagner, fondée par Prigojine, descendue par un missile après avoir trahi son ami Poutine. Cette milice est présente en Guinée équatoriale. Ils sont des centaines de soldats mercenaires russes qui sont dans ce petit pays qui ne fait même pas 1 million d'habitants. Vont-ils réactiver l'ancienne base soviétique qui était à Bioko? La question mérite d'être posée pour un connaisseur ou par un connaisseur de la Russie comme moi. Moi, je suis un non-aligné. Je suis pour l'Afrique. Je suis pour le panafricanisme. Je ne suis pas pour l'esclavage à perpétuité en faveur de X ou de Y. Mais il faut que la vérité soit dite. Qu'est-ce que les mercenaires de Wagner, aujourd'hui Afrika Korps, font par centaines en Guinée équatoriale? Il suffit pour vous, cet idiot de Zoé Angwa qui n'aime pas lire, il dit tu es un menteur, regarde-moi ça, mais c'est toi l'idiot utile, mon pauvre petit. Tu n'as qu'à aller sur Google, tu tapes Le Monde, accord militaire entre la Guinée équatoriale et la Russie, tout ça, ça va sortir. Mais comme vous êtes des idiots et que vous n'aimez pas lire, vous préférez parler comme des femmes dans les bars, vous préférez
agir en traîtrise ou en lâche, en peureux. Quand on vous dit des vérités, vous faites comme les pharisiens, les sadducéens qui ont dit « Jésus, il faut le condamner à mort parce qu'il dit la vérité ». Vous insultez ceux qui disent la vérité et vous croyez ceux qui vous mentent. Mais allez sur Google, vous tapez « accord militaire », Obiangema, Russie, Guinée équatoriale, tout va sortir. Regardez-moi un pays comme ça, avec des gens qui n'ont même pas le sens de la patrie, qui n'ont même pas le sens vraiment de la nation. Peut-être même que c'est des envoyés de ces sanguinaires, mangeurs de chair humaine et buveurs de sang, qui ne veulent pas qu'on dise la vérité. Donc, mes chers compatriotes, je le dis non pas par excès de comportement qui prend au sérieux les bêtises, je le dis parce que je dois témoigner dans un pays où les tam-tams se sont tus, où les gens ne comprennent rien, ils vivent des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues et ils refusent de se battre. Je vous le dis, les accords entre la Russie et la Guinée équatoriale doivent nous poser question alors même que nous avons ce conflit frontalier. Et c'est un devoir de le dire. Pourquoi? Il y a une société russe qui s'appelle Project quelque chose, qui a emmené en Guinée équatoriale des radars extrêmement puissants qui sont capables à 50 km de repérer un objet de 2 mètres. Je répète, la Guinée équatoriale a signé des accords avec une société russe qui s'appelle Project. Ils ont acquis des radars et des systèmes de surveillance maritime où à 50 km, ils peuvent repérer un objet de 2 mètres. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour quoi faire? C'est pour accompagner les bateaux de pêche? Enfin, à un moment, il faut qu'on allume nos cerveaux, même si on n'a pas d'armée au Gabon, même si on n'a pas d'hommes politiques suffisamment lucides et intelligents. Oui, je vous remercie pour vos remarques sur la non-réponse à des idiots utiles qui veulent perturber cette émission, mais leur répondre, c'est parfois aussi leur donner une petite leçon de savoir-vivre et de connaissances. Je vous le dis, je répète, et je pense même que les agents de sécurité ventreux qui nous servent de militaires au Gabon ne sont même pas au courant de ça. Ils ne sont pas au courant de ça. Pourquoi la Guinée équatoriale a acheté des radars d'une société russe qu'on appelle Project, capable de détecter un objet de 2 mètres à 50 km de distance? Oligui Nguema ne peut pas répondre à cette question puisqu'il n'a aucune connaissance même des choses militaires. Tout ce qu'il a appris, c'est à tirer avec un pistolet, à tuer sur commande X ou Y, à aller pendre un député dans sa chambre, Kumba, à égorger un Chivunda chez lui, ou à découper la tête du pauvre Emma Mbina de la marine marchande. Voilà, c'est tout ce qu'ils savent faire. Mais qu'est-ce que la Guinée équatoriale fait avec l'armée russe? Pourquoi ont-ils signé des accords avec Wagner, qui est maintenant Africa Corps, qui intervient en Centrafrique, qui intervient au Mali, qui intervient indirectement au Burkina Faso? Qu'est-ce que Obiangema, à plus de 80 ans, faisait à Moscou le 9 juin? Pourquoi le vice-président de la Guinée équatoriale, son fils, je suis allé sur leur groupe Telegram. Et là, il parle clairement. Moi, je ne veux pas diffuser ça. Vous allez sur certains groupes Telegram du vice-président de la Guinée équatoriale, ils sont armes à la main et ils menacent clairement le Gabon d'une guerre. Sur les groupes Telegram, certains groupes Telegram. Je l'ai moi-même vu, le vice-président, avec des fusils, avec des mercenaires. Et quand il va en Russie, c'est sur sa page Facebook. Il fait le beau, il fait le puissant, il fait le gars guerrier.
Alors, je veux poser la question aux Gabonaises et Gabonais qui n'ont jamais connu la guerre. Les Équato-Guinéens, eux au moins, ils ont l'expérience des massacres de grande ampleur. Ça n'a jamais eu lieu au Gabon. Ils savent ce que c'est que la résilience et souffrir. Les Équato-Guinéens savent qu'est-ce que c'est que la guerre. Moi-même, quand j'étais en Guinée équatoriale, en discutant avec une haute personnalité, me disait « Le pétrole est une bénédiction ». C'est pour ça qu'ils veulent Mbagnié. Et il me racontait qu'ils ont vécu l'époque où ils marchaient en babouche et ils mangeaient le plastique tellement c'était la galère. Et ils ne veulent pas perdre le pétrole. Ils en ont besoin pour continuer, au lieu de diversifier leur économie, ils veulent continuer à être dans l'économie de rente, l'économie facile du pétrole, comme les Gabonais d'ailleurs. Donc, je vous ai dit que c'est Mathias Nguema, dans le cadre d'une Guinée équatoriale dont l'histoire n'est pas simple, l'histoire coloniale depuis les Portugais, comme les Gabonais d'ailleurs, les Portugais, les Espagnols, les Anglais, puis à nouveau les Espagnols, comme nous on a eu les Portugais, on a eu les Hollandais, on a eu les Anglais, on a eu les Français. Donc, mes chers compatriotes, le problème du Gabon, c'est l'ennemi intérieur. Il y a nos parents-enfants du Gabon qui aiment ce pays, mais qui ne savent pas qu'ils ont déjà été infiltrés par des femmes venus soit du Cameroun, soit de la Guinée équatoriale, sans l'amour de la terre gabonaise. Donc on ne peut pas dire que les Écans équato vont attaquer les Écans du Gabon. Ça n'a rien à voir, parce que le Gabon, ce n'est pas les Ékanguistan, ce n'est pas le pays des Écans. Les Écans sont un des peuples du Gabon. Ce n'est pas le seul peuple. Et d'ailleurs, l'Écan, c'est un Bantou qui a déjà tué un humain. C'est ça que ça veut dire, Écan, si vous ne voulez pas comprendre. Un fan Bantou comme Pierre Claver Zeng, qui était mon ami, aller chez lui, à Kolabona, c'est quelqu'un, c'est un Toumo, c'est quelqu'un qui aime le Gabon, c'est un Bantoufan, ça n'a rien à voir quand tu es même si tu es Pounou, même si tu es Nzebi, quand tu as déjà tué quelqu'un, comme une panthère, tu deviens un Écan, c'est tout. C'est un concept, c'est pas une ethnie Écan. Les gens qui viennent vous dire que Écan c'est une ethnie, c'est un mensonge, ils vous mentent. Parce que chez nous, les Pounou, le mot Écan existe aussi. Ça s'appelle Ikongu. Ikongu, c'est la même chose que Écan. Les Pounou vont dire Ikongu. C'est-à-dire, ou alors on va dire Congolais. Les hommes léopards, les hommes panthères, ceux qui tuent dans le dos avec la griffe de la panthère que vous avez vu au stade de l'amitié lors de la prestation de Ligi Nguema. La panthère là, c'est ça les camps. Le Ikongu, c'est ça. C'est pas une ethnie Écan. Écan, c'est un Bantou qui a déjà tué l'autre, qui l'a poignardé dans le dos, qui a bu son sang, qui a mangé sa chair. Tout ce qu'on vous raconte sur le concept des camps, c'est du mensonge. On ne parle pas des Fans quand on parle des camps. Fans, c'est une micronation qui a plusieurs dialectes. Et Camp, c'est un concept spirituel qui existe dans tous les territoires bantous. Congolais, ça veut dire Écan. Ça veut dire homme léopard, homme panthère. Et Congo, pour nous, ça veut dire Écan. Donc ne venez pas mentir aux gens. Et Congo, c'est là où les Écans tuent les gens. Si vous ne voulez pas savoir les choses. C'est comme les Sassa, c'est là où on dépèce les gens. C'est comme Coq, c'est là où on tue les gens avec la pierre, avec le caillou, comme quand Caïn a tué Abel en traîtrise, le douk-douk dans le dos. Et quand c'est un concept, ce n'est pas une ethnie. La nation Fan est une nation qui existe comme la nation Pounou, ou la nation Mérié, ou la nation Omiéné. Si vous ne savez rien, vous venez dire Écan Galio, Écan Gali. Parce que vous êtes bête. Vous n'avez pas été formé. On ne vous a rien appris. Vous êtes là en bon catholique, en bon chrétien. Après, vous allez dans les bandits manger les bogas. Vous avez des fétiches dans les poches. Vous tuez les gens. Vous mangez la chair humaine. Vous vous promenez avec des os dans les poches. Vous faites de la magie noire. Vous n'êtes pas cohérent. Nous devons retrouver le sens des certitudes
le sens des principes, le sens des valeurs, le sens des normes et la vérité. Je termine maintenant sur le sujet du jour, Mbagnié. J'ai dit au départ que la Guinée équatoriale et Mathias Nguema, ce sont eux qui ont lancé le dossier Mbagnié et c'est leur premier président qui était un dictateur sanguinaire qui a enlevé l'ambassadeur du Gabon, libéré par la garde royale marocaine, qui a tué tous les opposants guinéens et qui a massacré sa population, qui les a envoyés en exil, qui les a mis en prison, qui les a fait surveiller, qui a fait des accords avec l'Union soviétique, avec la Corée du Nord, avec Cuba, qui a financé, qui a fait passer les armes de l'Union soviétique vers l'Angola. En tout cas, c'était un démon, comment dire ça, qui s'était mis à dos toute l'organisation de l'Union africaine. Donc, mes chers compatriotes, un tel homme ne peut pas être crédible. Un tel homme ne peut pas être crédible. On n'aurait jamais dû prendre au sérieux un dossier qui a été ouvert par Mathias Nguema. Et ce qu'il faut reprocher à Teodoro Obiangema, c'est d'avoir réveillé ce dossier et de vouloir le refiler à son fils cocaïnomane, l'autre Obiangema qui est vice-président, qui avait avant les cheveux défrisés, qui maintenant est tout le temps en Russie, qui est tout le temps en train de boire du champagne, qui vit dans le luxe et qui, à la tête de ce pays, devient dangereux à l'avenir pour le Gabon si le Gabon n'est pas prêt à se défendre et vit dans la peur et la lâcheté. Donc, mes chers compatriotes, les Russes sont en Guinée équatoriale et j'attire l'attention du président Donald Trump à cette occasion. Parce que Macron, moi, je ne le considère pas, il n'est pas sérieux. Mais j'attire l'attention du président Donald Trump qui est venu comme le prophète de l'âge d'or du monde d'après. Que font les Russes en Guinée équatoriale? Est-ce qu'ils viennent juste surveiller les poissons? Est-ce qu'une base militaire sera encore réinstallée comme dans les années 70 sur l'île de Bioko, peut-être même sur l'île Mbagnié? Parce que, et c'est là que je veux terminer, j'espère que les gardiens de prison et les agents de sécurité que sont les militaires gabonais, c'est-à-dire pas les combattants, sont prêts à faire face aux drones d'attaque. Les drones, parce que la guerre est devenue une guerre de technologie robotisée et un pays comme le Gabon qui n'a pas repensé sa défense stratégique est un pays mort. Je ne sais pas ce que feront les Librevillois le jour où des drones d'attaque russes vont venir vous bombarder à la Pointe-Denis, sur l'île Mbagnié, si vous ne voulez pas rendre, parce que nous sommes infiltrés au Gabon par des faux fans qui viennent d'ailleurs, qui prennent les papiers des Gabonais, parce qu'ils sont dans la logique des clans, ils s'infiltrent, mais ils n'aiment pas le Gabon. C'est comme moi, en tant que Pounou, il y a des Pounous du Congo, mais je fais la différence entre le Pounou du Congo et le Pounou du Gabon. Un Pounou du Congo ne peut pas aimer le Gabon comme moi, Pounou du Gabon, j'aime le Gabon. Un fan qui n'a pas son placenta enterré au Gabon ne peut pas aimer ce pays comme un fan de l'Ogooué Ivindo ou un fan de l'estuaire ou un fan du Moyen-Ogooué ou un fan du Wellington. À un moment, il faut qu'on comprenne que chaque pays a une âme. C'est l'âme de tout le monde. Et si nous sommes infiltrés par des gens qui ne veulent que notre pays, et ils ne veulent pas une unité, une intégration sous-régionale, ils nous méprisent, ils nous parlent mal, alors je vous le dis, je prévois demain que les fameuses soi-disant forces de défense et de sécurité du Gabon feront face à des drones d'attaque russes qui les massacreront. Je répète, si vous ne prenez pas au sérieux l'affaire de Mbagnié, demain, vous serez attaqué par des armes russes sophistiquées que vous voyez déjà à l'œuvre en Ukraine et vous ne pourrez rien faire. Parce que déjà, vous n'avez pas d'expérience de combat. Les seules expériences que vous avez, c'est l'arrestation des gens. J'entends dire que vous avez arrêté quelques activistes pour essayer de distraire les gens
pour qu'ils ne parlent plus du dossier Mbagnier, vous devez les libérer. Je ne veux pas les citer. Mendom et machin, truc, bazar. Il faut libérer ces gens, mais nous savons que vous les avez arrêtés pour créer la distraction, la diversion. Mais il n'y a aucune raison de les arrêter. Et quand je vois des idiots utiles venir défendre Oligui Nguema, qui est en train de perdre son argent au Vatican en ce moment, on ne sait pas ce qu'il fait au Vatican. Il veut faire venir la communauté Sant'Egidio au Gabon. Pourquoi? Pour faire la médiation déjà entre la Guinée équatoriale et le Gabon, parce que la communauté Sant'Egidio du Vatican est une secte catholique que je connais très bien. Moi, j'étais profondément catholique, je suis dedans à fond, je connais le Vatican par cœur. Qu'est-ce que Oligui Nguema fait au Vatican en train de signer on ne sait pas quoi alors que le pays se meurt? Mais enfin, c'est incroyable. Le pays se meurt, il assiste à les messes. Un militaire, hein? Comme si Dieu va descendre du ciel pour donner la stratégie du jour où les militaires russes, qui forment en ce moment l'armée de la Guinée équatoriale, on déclenchera l'attaque du Gabon au cas où Oligui Nguema ne respecterait pas la parole où il a promis à Obiangema Mbazogo de donner les îles gabonaises à la Guinée équatoriale. S'il ne respecte pas, si ce n'est pas Obiangema qui attaquera le Gabon, c'est le vice-président lui-même, le fils devenu président, qui procédera aux attaques. Et comme le problème des forces de défense et de sécurité du Gabon, c'est la diaspora, c'est les hommes politiques, c'est les partis politiques, ce n'est pas du tout la défense du territoire. Ce n'est pas du tout la défense de la nation. Oui, Nikulien, Sant'Egidio, c'est une secte catholique. C'est une secte catholique parce qu'il y a des sectes au sein du catholicisme. Moi-même, j'en connais, je peux dire que je connais très bien. Qu'est-ce que Oligui Nguema est allé signer avec Sant'Egidio contre de l'argent encore? C'est-à-dire que demain, quand la Guinée équatoriale va attaquer le Gabon, vous allez aller pleurer auprès des Sant'Egidio. Kyrie eleison, Dominus vobiscum et tout. Ah, venez prier pour nous. Mais Oligui Nguema, c'est un traître. Il a déjà vendu le pays. Il va continuer de vouloir vendre le Gabon. Mais moi, je vous le dis, je vais continuer de parler comme Prométhée. Le feu sacré qui est là, le feu de la connaissance, le feu du serpent ancien, du serpent vert, le serpent de Moïse, le serpent de la connaissance va parler. Il va continuer de parler et vous ne pourrez rien me faire. Ça fait des années que vous m'insultez, vous m'attaquez, vous me traitez de tous les noms. Est-ce que ça m'empêche de vivre? Est-ce que ça m'empêche d'avancer? Même quand j'ai raison, comme dans le dossier Ping, vous ne venez pas reconnaître que ben finalement, Moubamba avait peut-être raison de ne pas nous laisser crever au QG de Jean Ping, puisque ceux qui ont massacré les gens au QG de Jean Ping, aujourd'hui, Ping danse avec eux. Il était président de la commission de l'Union africaine, il a son mot à dire dans l'affaire Mbagnier, il est silencieux. Personne ne va parler au Gabon. Et je dérange les gens parce que je suis le seul à parler. Mais la parole est une arme. Et je vais continuer de parler. Je veux donc conclure mon propos d'aujourd'hui sur un avertissement au peuple gabonais. Il faut se préparer à la guerre. La guerre n'est pas une mauvaise chose. Dans tous les pays qui fonctionnent, une génération se sacrifie pour que l'autre génération vive. C'est ce qu'on appelle une civilisation. Une civilisation, c'est une communauté, un espace communautaire où tout le monde se sent responsable d'une personne. Où chaque personne se sent responsable de tout le monde. Et c'est comme dans les ruches d'abeilles. Si vous attaquez une abeille, toutes les abeilles vont vous attaquer. Si vous attaquez la ruche, si vous bousculez la ruche, eh bien, toutes les abeilles vont venir ensemble et vont vous attaquer. Pourquoi? Parce que la ruche des abeilles est une civilisation, tout le monde fonctionne avec la même vibration. Les gens ne disent pas
moi je suis Ekang, moi je suis Pounou, moi je suis Nzebi, moi je suis Omiene, moi je suis... Vous créez une fragmentation vibratoire qui fait que ben, la ruche, elle sera prise et tout le miel qui est dans la ruche, bah, ça va aller à quelqu'un d'autre. Voilà donc, le problème du Gabon. Nous devons trouver le moyen d'avoir une même fréquence. La même fréquence vibratoire qui nous permet de nous défendre dans les défis qui arrivent devant nous. Quels sont ces défis prioritaires? Je passe sur les problèmes intérieurs, la pauvreté, l'éducation, la santé. Ça, on connaît par cœur. Mais moi, j'insiste beaucoup sur un truc. Nous avons un ennemi à l'intérieur du Gabon, l'ennemi intérieur, des infiltrés qui viennent d'autres pays et qui ne viennent pas pour collaborer avec les Gabonais. Il y en a qui viennent d'autres pays et qui aiment le pays, qui viennent faire leurs affaires, qui veulent juste s'installer, qui veulent avancer. Mais d'autres viennent en mission pour détruire de l'intérieur le Gabon. Et vous les verrez non seulement dans le milieu économique, mais vous les verrez de plus en plus dans le milieu politique, dans les partis politiques, dans l'armée, dans les services de renseignement, dans les églises, dans les religions, dans la société civile. Ils prendront des non-gabonais, mais pas dans l'intention de devenir gabonais. Ils deviendront une cinquième colonne, un cancer, un HIV, un sida intérieur qui fait que eh bien, nous sommes rongés de l'intérieur par des gens qui sont venus tout simplement pour nous détruire. Nous avons donc un ennemi intérieur qui vient parfois des pays voisins, mais aussi qui vient d'autres pays, sans oublier la France-Afrique. Moi, je suis très admirateur de la Russie, vous le savez, mais il y a des choses que je n'accepte pas de la part des Russes. Ce n'est pas parce qu'on aime une culture, un pays, qu'il faut tout accepter, juste pour préserver le pouvoir des Nguema, ou bien on va signer des accords militaires et les Russes ont un défaut, c'est que eux, la morale ne compte pas, ils ne voient que leurs intérêts. S'ils peuvent vous vendre des armes, c'est ce qu'ils voient. S'ils peuvent vous prendre des ressources, ce qu'ils voient, ils ne vont pas vous demander des comptes. Les Chinois aussi. On est bien sûr contre les colons occidentaux, mais au moins, chez les Occidentaux, il y a un minimum d'humanisme qu'il ne faut pas oublier, sous prétexte qu'on veut se décoloniser. Il y a un minimum d'humanisme en Occident que moi, je ne veux pas cesser de voir, sous prétexte que la France nous a fait ceci. À un moment, il faut ouvrir les yeux. Je résume donc, de manière finale, le dossier Mbagnié n'aurait jamais dû être ouvert, pour deux raisons. La première raison est qu'il a été lancé par le dictateur sanguinaire, génocidaire de la Guinée équatoriale, Mathias Nguema, l'oncle de l'actuel président Teodoro Obiang Nguema. Il a lancé cette revendication 6 ans après l'indépendance de son pays, ce qui n'est pas sérieux. Donc, les fans du Gabon ne doivent pas tomber dans le piège de dire, comme c'est un fan et Sangui, on doit le soutenir. Tout comme moi, je ne peux pas soutenir un Pounou du Congo-Brazzaville qui fait des bêtises juste parce qu'il est Pounou. Attention, nous sommes dans un... Chaque pays a une âme, il a ses esprits. Et ce n'est pas parce qu'on parle le même idiome qu'on doit être solidaire, même dans la bêtise. Donc, j'appelle les Gabonais à ne pas se laisser manipuler par la stratégie des Ekans. Ekan, ce n'est pas une ethnie. Ekan, c'est un concept. Quand tu dis Ekan, c'est homme-panthère. Quelqu'un qui a déjà mangé, tué quelqu'un. Séraphin Mundunga, c'est un Ekan. Il est pourtant pour nous de Mwabi. Mais pour moi, c'est un Ekan. Un Ikongu. Il faut que les choses soient claires. Arrêtez d'être stupide et manipulable à souhait. Soyez... Et quand ça s'oppose à Bantou. Bantou, c'est l'humain. L'humain dépassé. L'humain qui a dépassé le stade animal et du ver de terre. Donc, nous ne devons pas soutenir la stratégie de la Guinée équatoriale, de la guerre, et c'est le dernier point que je voulais soulever,
la Guinée équatoriale se prépare à la guerre contre nous. Ils sont en accord avec la Russie pour ça. Ils ont passé des accords, signé des accords avec le groupe Wagner, qui est déjà en Centrafrique, en guerre avec les opposants de Touadéra, le président centrafricain. Donc, j'ai vu dans les accords signés entre la Russie et la Guinée équatoriale que leur premier objectif, c'est de protéger le pouvoir de la famille présidentielle. Ensuite, il y a les instructions. La formation des militaires de la Guinée équatoriale. Dans quel but? Si c'est Wagner, c'est pour la guerre, c'est pas pour autre chose. Cessez d'être des idiots utiles. Si c'est Wagner, Africa Corps russe, c'est pour la guerre, c'est pas pour du jeu. La Guinée équatoriale se prépare notamment à la guerre en haute mer. Voilà pourquoi ils ont signé des accords avec le groupe russe Project. Allez vérifier. Ils ont acheté des radars très puissants capables de détecter un petit bateau de 2 mètres à 50 km. Je ne pense pas qu'ils font ça parce qu'ils ont envie de perdre de l'argent. Ils savent que leur avenir dépend du pétrole parce qu'ils sont dans une économie de rente, pas dans une économie moderne de diversification. Ils ont besoin pour assurer leur niveau de dépenses, surtout au niveau de la famille, ils ont besoin du pétrole du Gabon. Du pétrole et des richesses du Gabon parce que c'est un petit pays comme le Rwanda. Ils sont en voie de rwandisation, c'est-à-dire un petit qui est surarmé et qui est capable de transformer le groupe Osiman en M23 à la gabonaise pour aller créer du désordre dans le Wellington et partout dans le pays. Et c'est très facile dans un pays où les gens n'ont pas la résilience, comme le Gabon, où les gens n'ont jamais connu la guerre, ni les massacres à haute dose. C'est très facile de détruire un pays qui n'a pas de combattants, où les militaires ne pensent qu'à la répression. Au moment où je vous parle, mais au Gabon, je suis sûr qu'à la présidence, au gouvernement, ils ne sont pas contents de ce que je dis. Ils se disent, mais comment on peut faire pour tuer Moubamba? Au lieu de prévoir un vrai programme de défense et de sécurité avec une vraie armée nationale, non, comment arrêter tel activiste? C'est ça leur travail. Comment éliminer Moubamba? Comment lui tendre un piège? Comment le discréditer? Comment le faire mourir? Pourquoi? Mais juste parce qu'il parle, parce qu'il témoigne. C'est comme ça qu'on n'a pas vu les ennemis intérieurs s'infiltrer dans tout le pays. C'est comme ça qu'on ne voit pas que d'autres pays s'apprêtent à nous dépecer. Et ceux pour qui nous sommes une menace existentielle, nous les Gabonais, c'est la Guinée équatoriale qui a besoin d'une partie de nos ressources, notamment en haute mer. Il était de mon devoir de vous le dire parce que les tam-tams se sont tus. Je vous remercie de votre attention du jour. J'espère que nous allons réussir à sauver notre pays, mais parfois j'ai des doutes pour 3 raisons. La faiblesse de notre peuple, qui est dans la distraction et qui ignore ce que c'est que la résilience, la capacité de supporter les douleurs et les épreuves, même par-delà la mort, dans un objectif de survie de la nation, ça, on ne connaît pas pour le moment. J'ai des doutes aussi parce que il y a une très mauvaise éducation dans le pays. La jeunesse n'est pas mobilisée. Elle est mobilisée pour le front électoral, comme les forces politiques. Je ne sens pas la force de la nation gabonaise en ce moment. On a créé une illusion de nation au moment du coup d'État, qui était en fait un coup de libération d'Ali et de Sylvia, annoncé, mais vous n'avez rien compris. La faiblesse de notre nation, on a chanté l'hymne national, on a soulevé le drapeau, mais c'est un pays dont la nation est très faible. La supériorité de la Guinée équatoriale sur nous, c'est que plus de 2 tiers de la population est constituée d'un seul peuple, Fan, avec une dominante clanique, Essangui. Les Boubis, qui ne sont pas Fan de l'île de Bioko, sont minoritaires, et les Ewandais, qui habitent souvent les côtes, sont aussi minoritaires, et ça permet une cohésion au nom de l'ethnisme et du clanisme. En cela, il y a une seule fréquence vibratoire, et ça, dans un pays
aussi diverses que nous, où les gens ne veulent pas s'unir autour de la nation, réellement s'unir, nous partons en position de faiblesse. D'autant plus que des officiers comme Ulrich Manfumbi, on a bien vu comment son ventre a gonflé au cours de la transition. Voilà un officier de haut niveau qui a été formé en Israël et qui a un niveau supérieur à celui d'Oligui Nguema et qui, au lieu de défendre la nation, de penser à la défense du pays, à réfléchir comment avoir un système de sécurité valable, il préfère aller s'enfermer dans un bureau climatisé parce que il aime la gloire, il a apprécié, c'est communiqué et toute la jouissance des petites filles quand elles le voient, alors que c'est un officier militaire supérieur de très haut niveau et qui a l'air complexé par son savoir-faire, sans doute parce qu'il a peur d'être traité aussi comme les autres Chivunda, Emma Mbina. Il a peur de quoi? Il ne devrait pas avoir peur. En plus, c'est mon propre parent. Mais même si c'est mon parent, il n'hésitera pas à m'exécuter, si on le lui demande. Comme Mundunga n'hésitera pas à Mwabi à me faire exécuter. Je le sais parfaitement. Voilà ce qui fait que le pays ne peut pas s'en sortir, puisqu'il n'a pas de vibration. L'avenir du Gabon, c'est la jeunesse. Parce que cette jeunesse, elle est capable de s'unifier sur un idéal et sur une vision commune que nous allons proposer. Voyons d'abord voir comment se profile le dossier Mbagné. Il faut aussi comprendre que l'avenir du Gabon, c'est la jeunesse bien sûr, mais c'est aussi la diaspora. Et c'est ici que je continue de lancer un appel à la diaspora gabonaise. Au Gabon, les vraies forces qui restent, ce sont les gens instruits. Et ils sont en majorité dans la diaspora. C'est aussi la jeunesse, parce qu'elle rêve d'une vie meilleure. Et donc, préparons-nous à mener la lutte finale pour la vraie libération du Gabon, non pas les uns contre les autres. Et je ne suis pas ici aussi dans un discours contre la Guinée équatoriale, ou contre, je suis un panafricaniste, mais je n'aime pas la bêtise, je n'aime pas les mensonges. Il faut dire aux gens que Mathias Nguema, c'est lui l'auteur du dossier Mbagné, et c'était un cannibale, un méchant. Il a tué sa propre population. Si la Cour pénale internationale existait déjà, il aurait dû passer là-bas. Et je le dis, Teodoro Obiang-Nguema, l'actuel président, c'était son ministre, son vice-ministre de la Défense, c'était son chef des armées. Il a fait un coup d'État avec l'appui du Gabon. Il n'a donc pas le droit de maltraiter le Gabon. Il n'a pas le droit de laisser son vice-président préparer une guerre contre le Gabon par l'utilisation massive du groupe russe Wagner Africa Corps avec l'utilisation des armes sophistiquées de la Fédération de Russie. Gloire au Gabon d'après. Bienvenue dans l'âge d'or du monde d'après et du Gabon d'après. Gloire au Gabon d'après.